à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille de Magenta, qui prend place dans le contexte de la Seconde Guerre d'indépendance italienne. Elle se déroule le 4 juin 1859 à Magenta, entre l'Empire autrichien de François-Joseph de Habsbourg et l'alliance entre la France de Napoléon III et le royaume de Sardaigne de Victor-Emmanuel II. Quelques unités du royaume de Sardaigne, alliées à la France, participent à la bataille de Magenta, mais pas directement. Les conséquences de la bataille est la libération de Milan, portant les germes du processus d'unification de l'Italie. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Magenta? Venez avec moi. Le comte de Cavour, premier ministre du royaume de Sardaigne depuis 1852, se rapproche de la France et de l'Angleterre afin d'obtenir une place parmi les puissances européennes les plus progressistes. Dans cette perspective, il envoie en 1855 un corps de Bersaglieri en Crimée aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire ottoman, ce qui lui permet de s'asseoir à la table des négociations du Congrès de Paris de 1856 et de nouer des premiers contacts avec Napoléon III. C'est ainsi qu'en juillet 1858, à Plombières, dans l'est de la France, Cavour et l'empereur signent un traité secret par lequel la France s'engage à intervenir aux côtés du royaume de Sardaigne dans le cas d'une attaque autrichienne. En contrepartie de cette alliance défensive, il est décidé qu'en cas d'annexion au Piémont de Bologne, de la Lombardie, de la Vénétie et de certains domaines de Venise sur la côte orientale de l'Adriatique, la Savoie et le comté de Nice seront cédés à la France. Fort de cet accord, le gouvernement piémontais adopte au début de l'année 1859 un comportement offensif et passablement provocateur envers l'Empire d'Autriche de François-Joseph de Habsbourg. Giuseppe Garibaldi doit organiser un corps de volontaires, les chasseurs des Alpes, sans mettre de limite dans l'enrôlement des exilés provenant du royaume de Lombardie-Vénétie sous domination autrichienne. Face à cette agitation, l'Autriche, informée des accords de Plombières, décide de prendre l'initiative en rééditant l'opération qui avait réussi en 1849 à Novare, au maréchal Radetzky contre Charles Albert de Sardaigne. Le 26 avril, l'Autriche déclare la guerre au royaume de Sardaigne. La France, engagée par son alliance défensive et sans opposition politique interne, décide d'honorer le traité. Le 29 avril 1859, l'armée autrichienne franchit le Tessin, rivière qui sépare le Piémont de la Lombardie, à proximité de Pavie, et envahit le territoire piémontais le 30. Elle occupe Novare, Montara et plus au nord, Gozzano, le 2 mai, Verzili et le 7, Biella. Dans un premier temps, l'armée piémontaise ne s'oppose pas à l'opération, se trouvant plus au sud entre Alexandrie, Valenza et Cazzale. Les Autrichiens arrivent à 50 km de Turin. Un ordre express de Vienne suggère à Goualet que le meilleur théâtre d'opération est Mincio, là où les Autrichiens avaient 11 ans plus tard battu l'armée piémontaise et sauvé leur possession en Italie. Gualai fait alors demi-tour et se retire au-delà de la Setia, puis vers la Lombardie. De la sorte, les Autrichiens renoncent à battre séparément les Piémontais et les Français, permettant la jonction des deux armées. Napoléon III part le 10 mai de Paris, débarque le 12 à Gênes et rejoint le 14 le camp d'Alexandrie pour prendre sur le champ le commandement de l'armée franco-piémontaise. Le 20 mai 1859, Goulay envoie une forte troupe en reconnaissance au sud de Pavie. Elle est arrêtée à Montebello le 20 et 21 mai par les Français. À la fin du mois de mai 1859, le commandement de l'armée autrichienne en Italie était dans un état de désorientation. Son commandant, le général Ferenc Goulay, s'attendait en effet à ce que le commandement de l'armée ennemie Napoléon III attaque par le sud en forçant le Pô et Velezza. Les Français, d'autre part, commençaient leur manœuvre plus au nord, protégés d'abord par le Pô, puis la Setia. Après quoi, ils commencent à déborder l'aile droite autrichienne près de Versailles. La couverture de cette manœuvre était confiée à l'armée piémontaise commandée par Victor-Emmanuel II. Le Piémontais se préparait alors à engager et à bloquer les Autrichiens au centre et à permettre à Napoléon III de déborder Milan. Ce n'est qu'après les défaites subies le 30 et le 31 mai à Vinziglio et Palestro que le commandement autrichien se rend compte du piège tendu par le Piémont et la France et ordonne au gros de l'armée de se retirer à Magenta.
Les Autrichiens établissent ainsi la ligne défensive milanaise entre Naviglio, Grande et le Tessin. Le matin du 1er juin 1859, Gyulay apprend que plus de 50 000 Français sont arrivés à Novare et il voit avec certitude que Napoléon III vise à déborder son aile droite. Le commandant de la deuxième armée autrichienne se retire alors. Pendant ce temps, l'empereur d'Autriche, François-Joseph de Habsbourg, était arrivé à Vérone et son chef d'état-major, Heinrich von Hesse, était arrivé à Milan, à qui Gyulay informe qu'il livrait bataille derrière le Tessin. Au matin du 4 juin, les Autrichiens disposaient de 117 000 hommes sur la rive gauche du Tessin, en plus du 9e corps qui gardait le Pô entre Plaisance et Stradella, près de Magenta, première localité après le Tessin, sur la route entre Novare et Milan. Ils étaient disposés du nord au sud. Ces trois unités comptaient un total d'environ 27 000 hommes, et comme le 5e corps de Philipp Franz von Stadion était trop loin de Magenta, les Autrichiens avaient environ 68 000 hommes à portée de troupes françaises et piémontaises qui avançaient. D'autre part, les Autrichiens disposaient d'une position défensive très solide. Les difficultés pour les Franco-Piémontais n'étaient pas tant le cours du Tessin parsemé de petites îles et du canal Naviglio-Grande. Ils traversaient la plaine parallèlement à la rive à l'est et à environ 2 km du Tessin. Les Autrichiens pensaient que les Français attaqueraient leur ligne par l'ouest près de Magenta ou plus au sud près de Vigiavo. Pour remédier à ces deux circonstances, Gyulay divise ses forces, permettant ainsi aux Français qui atteignent peu à peu la région de n'affronter qu'une partie de l'armée ennemie. Conscients des difficultés qu'ils rencontraient face à l'armée autrichienne défendant Milan, les Français décident d'attaquer Magenta en force. Au total, il s'agissait de concentrer environ 50 000 hommes sur l'objectif, auquel auraient pu s'ajouter les 12 000 hommes de la 2e division piémontaise du général Manfredo Fatti. Les chiffres ne donnaient raison qu'en apparence aux Autrichiens, car les forces de Gyulay étaient déployées sur un front assez large, et les Français avaient l'intention de n'attaquer que l'aile droite de la ligne ennemie par une action par l'ouest et le nord. Il s'agissait donc pour les Autrichiens de regrouper rapidement toutes les forces disponibles au sud. Les Français, quant à eux, avaient réussi entre le 2 et le 3 juin à créer une petite tête de pont sur la rive gauche du Tessin, près de Turbigo, à 14 km au nord-ouest de Magenta. Cela a permis la construction d'un pont flottant par lequel le 2e corps du général français, Patrice de MacMahon, a pu traverser le fleuve et le Naviglio. En entendant cela, le commandant du 1er corps autrichien envoie un fort détachement qui conduit à la bataille de Turbigo et se voit forcé à se replier précipitamment sur Magenta. En plus du corps de MacMahon venant du nord, Napoléon III prépare l'attaque principale à partir de Novare, c'est-à-dire à partir de l'ouest tout proche de Magenta. Au matin du 4 juin, les Alliés, disposant d'une unité suivante dans la région, le matin du 4 juin 1859, à la force de la tête de pont près de Turbigo, l'aile gauche de l'armée franco-piémontaise se déplace du nord pour tenter de déborder l'aile droite de l'armée autrichienne et de contrecarrer la force de la position défensive de Magenta. De l'est, directement contre l'aile droite autrichienne, la division de la garde de Mélinet s'avance devant la marche lente des 3e et 4e corps, dont l'infanterie et les chariots étaient gênés par la petitesse du nouveau pont sur le Tessin, qui avait été miné et endommagé par les Autrichiens en retraite. Les charges explosent, mais n'avaient pas compromis la structure principale, qui ne permettait cependant pas un débordement régulier de l'armée française. La situation ne s'améliore que légèrement lorsque les ingénieurs de Napoléon III jettent un pont flottant non de loin de là. Mais les objectifs prioritaires de Mélinette, Beaufort, Laura, pivot de l'action stratégique française. C'est là que Napoléon III avait prévu la réunion des forces qu'il commandait directement avec celles de MacMahon. Une fois les unités réunies, il y aurait une attaque convergente sur Magenta. Le 4 juin 1859 à midi et demi, la première division française de la garde de Mélinet est en vue de Novigliano Grande, derrière lequel les Autrichiens sont stationnés. Napoléon III était là aussi. Comme MacMahon lui avait dit qu'il arriverait à 2h30 de l'après-midi, l'empereur ordonne aux soldats d'attendre jusqu'à 2h pour l'attaque.
L'assaut de la première division de la garde est lancé entre 1h et 2h de l'après-midi. Les Français trouvent intacts les ponts de la route et de la voie ferrée à Ponto Nuovo et poussent vers Magenta. Les hommes de la division Mélinet attaquent de Bofolora à Ponto Nuovo, gênés par les Autrichiens stationnés dans les fermes solides de la région et par l'artillerie ennemie qui frappait les ponts qu'ils étaient forcés de traverser. Sous les ordres du colonel Alfred Dalton, le 2e régiment de grenadiers engage ennemi, tandis que les autres unités de la même division tentent de prendre possession un peu plus au sud de la rive gauche de Noviglio Grande. Le retard dans l'avance de MacMahon par le nord, c'est-à-dire entre 2h et 3h30 de l'après-midi, est un moment critique pour les Français. Napoléon III, entre le Tessin et le Naviglio Grande, demande d'accélérer la marche du 3e corps depuis Novare et demande également l'envoi d'une division du 4e corps. Les Autrichiens ne se rendent pas compte de la situation délicate de l'adversaire et n'en profitent pas. MacMahon, quant à lui, avance prudemment par le nord, tandis qu'à 3h30 arrivent les premiers renforts de l'ouest, à Napoléon III, la 2e brigade du général Joseph-Alexandre Picard. Mais les troupes du 3e corps autrichien de Schwarzenberg, qui menacent les Français par le sud entre le Tessin et Noviglio, commencent également à arriver. Les hommes de Napoléon III qui avaient traversé le canal se heurtent efficacement à la division du général Rensbach. Pour les Français, un élément de retard dans l'afflux de troupes était principalement le terrain impraticable et l'encombrement de la circulation sur les quelques routes disponibles ou sur le tracé des chemins de fer. Les wagons de ravitaillement, en particulier, peinent à arriver, formant des embouteillages sur les ponts. Des embouteillages que la résistance autrichienne aggrave, car elle parvient à arrêter les troupes françaises qui ne peuvent avancer qu'en colonne. Ces difficultés gênent les mouvements de MacMahon et de Fanti à partir du nord et ceux de Canorbay et de Niel à l'ouest. La 2e brigade française de Picard et la 1re division du 3e corps de Carrobay arrivent sur le champ de bataille au moment où l'attaque autrichienne venant du sud devient de plus en plus violente et son action est anéantie par un intense combat de fusils. Le commandant du 1er corps autrichien, bien qu'ayant reçu l'ordre de battre en retraite, préfère résister. En soutien des troupes, le commandement autrichien envoie le 3e corps de Schwarzenberg par le sud, qui commence à longer la rive gauche du Naviglio en direction de Magenta. La manœuvre met en danger l'aile droite française et le 5e corps autrichien se déplace également, mais ne parvient pas à atteindre le champ de bataille avant la fin de la bataille. À 4h de l'après-midi, la situation des Français change. D'un côté, MacMahon arrive, et de l'autre, une brigade de la 3e division du 4e corps de Louis de Luzy-Pélissac arrive de Novare en renfort. La manœuvre du 2e corps de MacMahon, bien que tardive, est un succès, prend en flanc les unités autrichiennes. Dans le même temps, cependant, l'attaque du 3e corps autrichien par le sud s'avère dangereuse, absorbant les forces commandées directement par Napoléon III. MacMahon, d'autre part, est également engagé sur son flanc gauche par la 2e division autrichienne du général Franz von Cordon. À 6h du soir, la 3e division du 4e corps français est arrivée entièrement de Novare et résiste à la pression du 3e corps autrichien. Tandis que les forces des 2e et 7e corps autrichiens se rassemblent autour de Magenta. Vers 6h30 de l'après-midi, l'issue de la bataille est scellée. Les régiments autrichiens se battent toujours, mais ils ont subi de lourdes pertes et Goulaï décide de se replier vers le sud-est. L'arrivée des hommes de Victor-Emmanuel II a probablement empêché l'aile gauche de MacMahon de subir une contre-attaque autrichienne qui aurait pu être lancée non seulement par la cavalerie, mais aussi par la brigade de la 2e division du 1er corps et la 2e division du 7e corps. MacMahon, désormais en sécurité à l'arrière et sur son flanc gauche en raison de la présence des forces piémontaises, lance l'attaque décisive entre 7h et 8h du soir. Le 4 juin 1859, Magenta tombe,
Dans le même temps, l'attaque autrichienne par le sud entre le Tessin et le Canal est finalement repoussée. Goulaï reste incertain pendant de nombreuses heures. À 10 heures du soir, l'armée autrichienne bat en retraite. Le 5 au matin, à 1h30 du matin, le chef d'état-major impérial Hesse arrive au quartier général, avec lequel la retraite générale vers le Lambro fut décidée. La route vers Milan était libre. La victoire de Napoléon III à la bataille de Magenta ouvre la Lombardie aux forces alliées. Le 7 juin, les avant-gardes atteignent Milan et le 8 juin, l'empereur des Français et Victor Emmanuel II font leur entrée triomphale dans la ville par l'Arc de la Paix et le terrain de parade au milieu des acclamations de la population. Sur le champ de bataille autrichien, Goulaï est destitué de son poste de commandant de la deuxième armée et remplacé par l'empereur François-Joseph de Habsbourg. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 6 janvier 1859, le prince Napoléon prend des mesures contre l'esclavage, interdisant le recrutement de travailleurs sur la côte orientale de l'Afrique. Les négriers continuent de pratiquer la traite sur la côte du Mozambique, malgré son abolition par le gouvernement français en 1848. Le 20 avril, un accord entre le Portugal et les Pays-Bas qui se partagent Timor et les îles avoisinantes. Le Portugal abandonne ses droits sur le royaume de Larang-Tuka dans l'est de Flores. Le 25 avril, c'est le début du percement du canal de Suez. L'Empire ottoman refuse de soutenir le projet. Le 14 juin, la Prusse mobilise sur le Rhin pour venir en aide à l'Autriche. Le 8 juillet, c'est le début du règne de Charles XV, roi de Suède, qui prend fin en 1875. Le 16 septembre 1859, l'explorateur britannique David Livingstone, lors de sa grande exploration au Mozambique entre 1858 et 1864, découvre l'immense lac Malawi. Comme on l'a vu, la bataille de Magenta prend place dans la campagne d'Italie de 1859, aussi appelée Seconde Guerre d'indépendance italienne, voyant s'affronter les armées de l'Empire français et du Royaume de Sardaigne à celles de l'Empire d'Autriche. Sa conclusion favorable aux Italiens permet la réunion de la Lombardie au Royaume de Sardaigne et de poser les bases de la constitution du Royaume d'Italie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.